à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite évidemment une excellente année. Et je vous remercie d'être présent au rendez-vous de cette nouvelle série de cours. Alors, comme je l'avais annoncé, je vais poursuivre cette année ma réflexion sur l'universalisme. Je pense qu'il y a suffisamment de matière pour que cela nous occupe encore une année, d'autant que l'objectif de cette série sera d'aller progressivement, de s'éloigner du XVIIIe siècle, vous le verrez, et d'aller progressivement vers la période contemporaine. Alors, je vous rappelle néanmoins quel était mon point de départ. Mon point de départ, c'était au fond une insatisfaction face au débat interminable sur l'universalisme qui occupe le débat, la scène à la fois politique et intellectuelle, et notamment, tout particulièrement, le rôle qu'il joue ou qu'on y fait jouer aux Lumières, à la référence aux Lumières. Encore, je dis insatisfaction, le mot est faible. Alors, comme souvent avec les termes d'origine philosophique devenus omniprésents dans le discours politique ou dans le discours public, tout le monde parle de l'universalisme sans savoir très bien nécessairement de quoi il s'agit. La difficulté, nous l'avions vu, tient aussi au fait que ces débats relèvent de deux registres. D'une part, premièrement, ce qui est en cause, c'est la validité à l'échelle du globe des valeurs de la modernité occidentale, c'est-à-dire les droits humains fondés sur l'idée d'une humanité commune, la liberté politique, la sacralisation de l'individu, mais aussi, ce qui est peut-être aujourd'hui moins consensuel, la sécularisation, le progrès des sciences et des techniques, et peut-être même le capitalisme, ou du moins la propriété individuelle et la liberté économique. Pour beaucoup, être universaliste, ce serait défendre ces principes comme valables pour tous, en tout lieu. À l'inverse, d'autres ne voient derrière cet universalisme proclamé qu'une forme d'arrogance occidentale, le support d'un impérialisme culturel, les derniers feux d'un projet colonial, voire même post-colonial, qui prétendrait exporter la civilisation européenne dans le monde entier au nom d'une prétendue supériorité. Alors, dans le monde qui est le nôtre, un monde globalisé, où l'hégémonie occidentale a été remise en cause par les grands mouvements de décolonisation de la seconde moitié du XXe siècle, et plus encore par l'émergence sur la scène internationale de grandes puissances du Sud global, comme l'Inde ou la Chine, cet universalisme de la civilisation occidentale est contesté de deux manières. Premièrement, par les revendications locales qui affirment la valeur de chaque culture et leur refus de disparaître. Deuxièmement, par d'autres universalismes, c'est un point qui est parfois oublié, c'est-à-dire d'autres systèmes idéologiques qui affirment, eux aussi, leur vocation à l'universalité. Qu'il s'agisse de religions, comme l'islam ou le christianisme évangélique, ou de traditions philosophiques, comme par exemple le néo-confucianisme, qui sert aujourd'hui de plus en plus d'armature idéologique au gouvernement chinois, et qui repose, par exemple, sur un concept ancien, comme celui de Qiangxia, qui veut dire littéralement tout ce qui est sous le ciel, et qui est aujourd'hui réinterprété dans un sens politique pour fonder un nouvel universalisme. Alors, vous vous doutez bien que la traduction du concept néo-confucien de Qiangxia n'est pas de mon fait, et je vous renvoie évidemment là-dessus à quelqu'un qui est beaucoup plus compétent. Donc, d'une part, au cours d'An Cheng, qui a fait une série de cours sur l'universalité en Chine, et puis cet article de Che Zhaoguang, L'Empire monde fantasmé,
Et j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent à distance, que je salue, que les références bibliographiques s'affichent pendant le cours sur le PowerPoint et qu'ils peuvent les retrouver sur le site du collège. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement, comme on le prétend souvent, d'un conflit entre universalisme et relativisme, mais bien davantage de ce que l'on pourrait appeler un conflit des universalismes, qui peut rapidement dériver en conflit des impérialismes. Ou, pour le dire autrement, l'Occident n'a pas le monopole du discours sur l'universel, ni non plus des ambitions hégémoniques. Et il se pourrait d'ailleurs qu'aujourd'hui, les propositions universalistes les plus novatrices, les plus émancipatrices, viennent de penseurs du Sud, confrontés à la nécessité d'échapper au fondamentalisme religieux ou politique, sans pour autant retomber dans les apories de l'universalisme impérialiste. C'est par exemple ce que défendent aussi bien l'historienne Sophie Bessis que le philosophe Souleymane Bachirdian, qui misent sur le dialogue des cultures pour échapper à la fois à la tyrannie des identités et à la globalisation marchande. Ce que Sophie Bessis appelait la double impasse dans un livre paru il y a une dizaine d'années et qui vient d'être réédité. C'est aussi pourquoi, de façon à la fois proche mais plus radicale, le philosophe Atos Sekiyuotu a proposé un universalisme qu'il appelle un universalisme afro-centré, ce qui est évidemment, vous l'avez compris, un oxymore volontairement provocateur, qui affirme à la fois qu'une pensée émancipatrice ne peut pas se passer d'une référence à l'universel, mais qu'il n'est pas nécessaire pour autant de recourir à la tradition philosophique occidentale pour penser cet universel, et que l'Afrique est un bon endroit pour penser la condition humaine. Proposition originale parce qu'elle prend à contre-pied la critique décoloniale de l'universalisme. Il s'agit d'affirmer que chaque culture possède en elle-même des ressources pour penser la dignité universelle de la personne humaine, la liberté des individus et la tolérance, ce qui nous renvoie au thème des lumières multiples dont j'avais parlé la première année. Enfin, dont nous avions parlé collectivement plutôt dans le cadre d'un colloque. Alors, on peut d'ailleurs remonter dans le temps, dès la scène inaugurale des révolutions de la fin du XVIIIe siècle, et notamment de celle de Saint-Domingue. L'insurrection des esclaves, qui débute en août 1791 et aboutit finalement à l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, s'est faite aussi au nom d'idéaux universels, notamment celui de la liberté individuelle et du rejet absolu non seulement de l'esclavage, mais de tout système colonial. C'est pourquoi l'histoire d'Haïti est si importante pour toute réflexion sur l'héritage des Lumières et des révolutions. Nous en avions parlé l'an dernier, vous vous en souvenez, puisque un des débats qui traverse aujourd'hui l'historiographie est le suivant. Dans le soulèvement des esclaves, puis dans l'œuvre politique de Toussaint Louverture, et plus tard dans l'indépendance d'Haïti, sous l'autorité de Jean-Jacques Dessalines, quel rôle, c'est la question, quel rôle ont joué les cultures africaines, notamment la religion vaudou, mais aussi les cultures politiques et militaires que les esclaves avaient apportées d'Afrique? Quelle est la part des idéaux des droits de l'homme et de la philosophie des Lumières qui, notamment depuis 1789, commençait à circuler aux Antilles? Et quelle est, enfin, la part d'un universel encore plus fondamental, qui est la lutte pour la liberté. Et c'est pourquoi la question haïtienne nous accompagnera tout le semestre. En février, j'évoquerai certains auteurs haïtiens du XIXe siècle dans leur critique du colonialisme, et tout particulièrement, je m'arrêterai sur la figure de l'anthropologue Anténor Firmin, qui est l'auteur d'un remarquable traité sur l'égalité des races humaines, publié en 1885,
C'est-à-dire, 1885, c'est très intéressant parce que c'est au moment même où l'anthropologie européenne, et notamment française, se fourvoyait dans les théories de la hiérarchie raciale. Alors, on y reviendra plus longuement. Je reviendrai aussi sur les usages historiques et littéraires de la Révolution haïtienne, notamment chez Aimé Césaire, qui en a fait un puissant ressort pour penser un universalisme véritable, élargi, riche de tous les particuliers, selon la formule que Césaire affectionnait. Haïti, écrivait-il dans son cahier d'un retour au pays natal, et je le cite, « Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. » Enfin, du 12 au 14 juin, aura lieu ici même, dans cet amphithéâtre, pendant 2 jours et demi, un colloque, un grand colloque international consacré aux indemnités colossales imposées par la France à la République haïtienne en 1825, il y a donc exactement 200 ans, qui a pesé très durablement sur la dette haïtienne, entravé le développement du pays. Ce sera un moment, je crois, important, je vous invite d'ailleurs à noter dans vos agendas, un moment de réflexion historique et critique sur un épisode mal connu, mais aussi, je l'espère, un moment de solidarité avec un pays qui vit aujourd'hui, vous le savez, une situation politique et humanitaire catastrophique. Alors il nous faudra aussi revenir dans les prochains cours sur les difficultés de l'universalisme occidental au XXe siècle. Avant d'entrer en crise, à l'ère des décolonisations, il avait déjà entamé une profonde mutation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en se confrontant à la nouvelle donne géopolitique. Il était de plus en plus évident que l'Europe n'avait plus les moyens de dicter sa volonté au reste du monde. Dans ces conditions, une des solutions a consisté à faire reposer le caractère universel des droits sur la négociation internationale. Songez à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948. Celle-ci restait encore très largement marquée par les valeurs occidentales, et notamment par les précédents des déclarations américaines et françaises, mais la déclaration était ouverte à l'ensemble des pays membres de l'ONU, nouvellement ONU, soit à cette date une 50aine de pays. Ce qui est important, c'est que la déclaration a été le résultat de longues et nombreuses négociations. Alors, je ne développe pas aujourd'hui, nous y reviendrons au mois de mars, mais je vous rappelle qu'il y a eu, au départ, un projet qui était piloté par les États-Unis, et notamment par Eleanor Roosevelt, puis qui a été élargi aux Européens et au sein duquel le Français René Cassin, que vous voyez ici, a joué un rôle décisif. C'est d'ailleurs lui qui a imposé, par un amendement, le titre de Déclaration universelle, au lieu de Déclaration internationale qui figurait dans le projet initial. Il s'agissait ainsi de montrer, c'est un changement qui est tout à fait significatif, il s'agissait de montrer que ces droits concernaient l'ensemble du genre humain, qu'ils étaient issus, et là je cite Cassin, d'une communauté internationale juridiquement organisée de tous les peuples du monde. Et juridiquement organisée est tout à fait quelque chose de très important. L'universalité, là, elle concerne tout le monde, mais elle est l'expression d'une communauté organisée. Mais il reste que, malgré les efforts de Cassin, la déclaration ne fut juridiquement qu'une simple résolution de l'Assemblée de l'ONU et non un traité ou une convention contraignante. Elle a surtout été l'objet de longues tractations qui firent ressortir toute l'ambiguïté de cet universalisme, même, et peut-être avant tout, aux yeux des Européens eux-mêmes. Par exemple, les Français et les Anglais, en tant que puissance coloniale, s'opposèrent à ce que figure le droit de pétition dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tenez pas tellement à encourager les militants nationalistes des territoires colonisés à saisir l'ONU au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Quai d'Orsay
peut toujours leur faire confiance, étaient même hostiles à l'affirmation de l'égalité des hommes et des femmes en matière matrimoniale. Pourquoi? Eh bien parce que c'était contraire aux règles du statut personnel qui étaient appliquées aux musulmans en Algérie et en Afrique subsaharienne. Un rapport du Quai d'Orsay écrivait, je cite, « Sans méconnaître le caractère généreux de la proposition de M. René Cassin et la hauteur de vue qu'elle atteste, le secrétariat estime que les dispositions préconisées par le délégué français ne sauraient être actuellement ni retenues ni soutenues. Elles pourraient mettre en jeu l'ordre et la tranquillité des territoires de l'Union française. Les droits de l'homme, c'est bien, c'est universel, mais pas dans nos colonies. » Depuis, cette dynamique internationale n'a cessé de s'approfondir. Je ne détaille pas, mais vous le savez, l'adoption par l'ONU de plusieurs conventions sur les réfugiés, contre la torture, de pactes internationaux sur les droits. De même, il existe aujourd'hui des différentes déclarations et conventions à portée régionale. La plus célèbre est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de 1981, d'inspiration moins libérale. Autrement dit, les droits de l'homme ne sont pas universels par nature, ils sont universalisables. Autrement dit, ils peuvent faire l'objet de consensus au prix de négociations et parfois même de tractations. On voit bien que le sens de l'universel se modifie dès lors que l'on ne se situe plus dans le cadre d'un universalisme philosophique, mais plutôt d'une géopolitique des droits humains, selon le titre récent du livre de Blandine Chély-Nippon et Valentine Zuber. Or, ce glissement renvoie au cœur même de la définition de l'universel. Il désigne, je crois, son ambivalence fondamentale, mais rarement explicitée. Premièrement, on peut considérer comme universel ce qui est nécessairement vrai partout. L'universel est alors une forme d'absolu. C'est une définition qu'on peut qualifier de normative, mais en morale ou en politique, un tel universalisme repose toujours sur des considérations théologiques ou métaphysiques qui peuvent être remises en cause. L'universel est postulé, affirmé, déclaré, mais il ne peut être démontré. Je peux dire au nom de la raison que la liberté d'expression est un droit universel ou que les êtres humains sont tous égaux, mais j'entre alors potentiellement dans d'infinies discussions. D'ailleurs, les philosophes du XVIIIe siècle en étaient parfaitement conscients et ils avaient inventé, enfin ils n'avaient pas inventé, mais ils avaient repris, donné sa mesure à un personnage conceptuel que Diderot appelle le raisonneur violent, qui défend l'injustice et l'égoïsme radical, et Sade, vous le savez, à la fin du siècle, a poussé à son extrême limite la capacité à justifier rationnellement l'universalité du vice et du crime. Sur tout ceci, vous voyez le beau livre de Céline Spector, Éloge de l'injustice. Deuxièmement, il existe une autre définition de l'universel qui est en quelque sorte descriptive et extensive, surtout dans l'utilisation adjectivale. Je vous rappelle que c'est la seule qui est assez attestée au XVIIIe siècle, comme dans les expressions histoire universelle ou renommée universelle. Donc qui sont des expressions courantes au XVIIIe siècle pour désigner un phénomène général. Universel veut dire alors général. Aujourd'hui, quand les anthropologues disent que l'inceste, par exemple, est un interdit universel, cela signifie qu'il est prohibé dans toutes les sociétés. Ils en concluent alors volontiers qu'il s'agit d'un invariant de la socialité humaine. On voit alors dans ce cas que les deux cas tendent à se confondre, les deux sens, pardon, ce qui nous conduit sur une autre piste. L'universalisme, c'est le discours qui passe en permanence d'un registre à l'autre, de l'extension à la norme, de la géographie à la philosophie, soit en concluant qu'une croyance est vraie parce qu'elle est largement répandue, soit, à l'inverse, en réclamant la diffusion la plus large possible de normes que l'on tient pour justes. Alors, évidemment,
en tant qu'historien, je suis plus à l'aise avec une telle approche. Définir des normes ou des valeurs universelles, c'est le travail des philosophes, peut-être des juristes. En revanche, ce que nous pouvons étudier sur un plan historique, ce sont des discours universalistes, des propositions qui tendent à l'universalité, des revendications tenues au nom de l'universel, titre de cette série de cours. Mais des propositions qui s'ancrent toujours dans des situations et des configurations historiques précises que l'on peut étudier. L'universel devient alors l'enjeu de conflits intellectuels et politiques, un mot d'ordre, un argument d'autorité, parfois un étendard ou un épouvantail, bref, un sujet d'histoire. Alors, j'ai dit tout à l'heure en commençant que les débats sur l'universalisme se déployaient à deux niveaux. J'ai ouvert un premièrement, puis ensuite j'ai encore ouvert des... Et puis alors, il y a un deuxièmement, il vient maintenant. Donc, premièrement, je viens de m'y attarder, c'est la question de la validité à l'échelle mondiale de certaines normes et valeurs. Deuxième débat, il est interne à la culture libérale occidentale. Il porte sur la place à accorder aux identités collectives dans les sociétés modernes organisées en États-nations et régulées par les droits des individus. Alors, contrairement à ce qui est très fréquemment répété, ce débat n'est pas une spécificité française. Ainsi, aux États-Unis, des débats assez semblables opposent depuis plusieurs années les tenants d'une politique des identités fondée sur la reconnaissance des minorités et leurs adversaires qui les accusent soit de miner les combats progressistes traditionnels qui se faisaient au nom des intérêts de classe, c'est la critique, on va dire, de gauche, soit de détruire les valeurs nationales consensuelles, c'est la critique conservatrice. C'est un débat qui traverse, vous le savez bien, toutes les sociétés libérales et qui porte sur la place à reconnaître aux différentes formes d'affiliation sur la question de savoir si les politiques de reconnaissance des minorités sont aujourd'hui la nouvelle forme de la question sociale ou, au contraire, une régression identitaire. Il est vrai, toutefois, que ce débat a pris en France, ces dernières années, ce débat donc, qui est transnational, il a pris en France une forme particulièrement virulente autour d'une notion qui est celle de universalisme républicain. C'est là qu'on retrouve cette notion d'universalisme, dont le succès est récent. Je rappelle que l'expression date essentiellement du début des années 2000 et sur laquelle je reviendrai lors de la dernière séance fin mars. Une fois, pourquoi à la toute fin ? Parce que je ne pourrai le faire qu'une fois que nous aurons tous les éléments pour une mise en place historique, une mise en perspective, historique de la place exorbitante qu'a pris la référence aux Lumières dans cette discussion. Et oui, les Lumières, parce que quand même, donc je m'éloigne beaucoup de mon socle de spécialité, évidemment, c'est un peu le jeu. Mais en effet, par rapport à ces deux débats entremêlés, celui sur l'universalisme aux prises avec un monde global, celui sur l'universalisme républicain confronté aux revendications minoritaires, mon étonnement est le suivant. Comment les Lumières sont-elles devenues la référence théorique principale de ceux et celles qui se proclament universalistes, au point que l'expression universalisme des Lumières est devenue, en quelques années, un lieu commun, presque un slogan. Et pourtant, pourquoi étonnement ? Parce que, comme je vous l'avais montré l'an dernier, les Lumières, au XVIIIe siècle, se sont construites au contraire contre l'universalisme, c'est-à-dire contre le système à prétention universaliste qui organisait la vie des sociétés européennes depuis des siècles. J'ai nommé le christianisme. L'Église avait en effet incarné au Moyen-Âge une forme d'universalisme conséquent qui est progressivement entré en crise au début de l'époque moderne pour mourir sous les coups de boutoir des philosophes du XVIIIe siècle. Alors, certes, ceux-ci ont cherché, pour la plupart, à remplacer le système
théologiques et ecclésiales du christianisme par d'autres règles morales reposant sur l'autonomie de l'individu. Mais ces propositions étaient loin de constituer une doctrine cohérente et homogène. Elles ouvraient plutôt un espace de débat, de controverse, et surtout, la part importante du scepticisme, de l'ironie et du dialogisme au sein de la culture des Lumières se prêtait mal à des postulats universalistes trop fermement exprimés. Alors, comment comprendre cette idée persistante que les Lumières seraient le fondement d'un universalisme? Alors, une des réponses possibles, c'est celui de l'instrumentalisation ou de la falsification. On dira alors que les universalistes actuels se réclament à tort des Lumières, volontairement ou non. Alors on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre, par exemple, quand des figures politiques de l'extrême droite, qui ont toujours été hostiles aux Lumières, à leur dimension cosmopolite, libérale, progressiste, s'en réclament aujourd'hui pour mieux dénoncer le danger que l'islam ferait peser sur la République. Ou, dans un registre encore plus improbable, quand l'ancien président brésilien Bolsonaro revendique l'inspiration des Lumières lors du projet de putsch militaire de décembre 2022. Il le fait au nom de la résistance à l'injustice dans un projet de proclamation qui a été révélé par l'enquête de la police fédérale sur la tentative de coup d'État. Alors, la confusion est complète, elle était tellement complète que Bolsonaro, ou le putschiste qui a écrit ce texte pour lui, évoquait comme figure emblématique des Lumières saint Thomas d'Aquin. Alors oui, vous ne l'aviez pas vu venir, moi non plus, comme quoi il faut toujours se méfier du long Moyen-Âge. Inversement, voilà, donc des usages comme ça qui sont très étonnants, très flottants, qui laissent très circonspect, mais inversement, on peut dire aussi que, de l'autre côté, si vous voulez, la critique postcoloniale des Lumières repose très souvent, je l'avais déjà fait remarquer, sur une méconnaissance des textes du XVIIIe siècle et qu'elle attaque en réalité un épouvantail construit de toutes pièces pour le confort de la polémique et de la radicalité, en sous-estimant notamment la dimension critique, réflexive et anticoloniale des Lumières. Et pourtant, cette hypothèse de l'instrumentalisation, de la falsification, elle est amusante, vous le voyez, sur quelques cas extrêmes, mais je ne la retiens pas, je la trouve trop simpliste, trop caricaturale. Ma proposition est plutôt la suivante, c'est celle qui, au fond, organise cette série de cours. La proposition est la suivante, c'est la façon dont la pensée des Lumières, dont les textes des Lumières nous ont été transmis, qui ont rendu possible ces usages et ces interprétations. Si bien que le travail des historiennes et des historiens ne peut pas se contenter de restituer la véritable complexité des Lumières pour l'opposer à des caricatures anachroniques. Il faut le faire, bien sûr, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre les étapes par lesquelles le rapport des Lumières à l'universel a pris progressivement les formes que nous connaissons aujourd'hui. La première de ces étapes, bien entendu, surtout dans le cas français, c'est la Révolution française, qui a reconfiguré de nombreux débats des Lumières dans un cadre nouveau, celui de l'État-nation démocratique, fondé sur des valeurs à prétention universelle, mais appliquées dans le cadre d'une communauté politique singulière. Je vais y revenir. Et plus généralement, après la Révolution, le rapport à l'universel des héritiers des Lumières, héritiers proclamés ou héritiers tacites, n'a cessé de se transformer, comme nous le verrons donc tout au long des séances qui nous attendent et qui nous conduiront de l'expédition d'Égypte de Bonaparte jusqu'au néo-républicanisme contemporain, en passant par la Révolution de 1848, par la mission civilisatrice de l'Europe coloniale et par les reconfigurations de l'universalisme dans la seconde moitié du XXe siècle, sous l'effet des écrivains et des intellectuels du Sud. Nous verrons aussi comment cet universalisme humaniste est aujourd'hui
mis en cause aussi par la crise écologique. Alors, vaste programme, hein, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui nous attend. Aujourd'hui, évidemment, première séance, je ramasse des choses et je parle de manière très générale. Vous le savez, comme l'an dernier, ensuite je ferai des séances comme ça, beaucoup plus ciblées. Mais pour déployer ce programme, il nous faut repartir sur des bases relativement solides. Je voudrais donc rappeler rapidement quelques-uns des résultats auxquels nous sommes parvenus l'an dernier, mais je vais le faire en introduisant des exemples un peu différents et en précisant des points que j'avais laissés dans l'ombre. Alors, celles et ceux d'entre vous qui ont assisté s'en souviennent, j'avais essayé de distinguer 3 langages de l'universel dans les textes du XVIIIe siècle. Donc, j'insiste, il y a bien évidemment des visées de l'universel, mais il n'y a pas un universalisme des Lumières, il y a des langages concurrents, parfois contradictoires, visant des modalités de l'universel, produisant des effets d'universel à la façon dont Barthes parlait des effets de réel. Alors le premier de ces langages, celui qu'on appelle parfois l'universalisme abstrait, et qu'on associe, en tout cas que les historiens de la philosophie associent à Emmanuel Kant et à son impératif catégorique, vous savez, celui qui exige d'agir de façon à ce que la maxime de son action puisse être une loi universelle. Concrètement, mentir est immoral, il est mal de mentir parce que je ne peux pas rationnellement vouloir une société où tout le monde mentirait tout le temps. Il est certain que la philosophie morale de Kant est un moment extrêmement important de redéfinition de l'universel à la fin du XVIIIe siècle. On peut dire que Kant prend définitivement acte de la ruine des fondements théologiques et dogmatiques de la morale, mais qu'il cherche à préserver un horizon d'universalité. Pour cela, il fonde dans la raison de chaque sujet la capacité à déterminer le bien, raison qui repose elle-même sur des principes transcendantaux, donc communs à tous les êtres humains. Autrement dit, comme le constate le philosophe Hans Joas, Kant entreprend ce que Joas appelle un tournant subjectiviste dans la justification des valeurs, mais il ne va pas jusqu'à proposer un relativisme éthique, comme le fera Nietzsche plus tard, mais comme le faisaient déjà un certain nombre de philosophes du XVIIIe siècle. Ce tournant subjectiviste a néanmoins des conséquences importantes. La morale n'est plus adossée à une institution organisée et hiérarchisée, comme l'était l'Église catholique. Elle repose désormais sur la responsabilité de chaque individu, sur sa capacité à être à l'écoute de la loi morale et à raisonner de façon autonome. C'est le sens de la devise « sapere aude » que Kant attribue à l'Aufklärung, et le courage donc de penser par toi-même. Alors, les historiens, les philosophes, les historiens de la philosophie débattent inlassablement des apports et des limites de l'entreprise morale de Kant, qui est d'ailleurs indissociable de sa théorie esthétique du jugement de goût, mais pour ma part, je me situe sur un autre plan, qui n'est pas celui de l'histoire des doctrines philosophiques. C'est pourquoi je préfère réinscrire ce geste dans le cadre plus large du langage cosmopolite des Lumières. Ce cosmopolitisme, qui a bien sûr des racines anciennes, notamment dans l'Antiquité, connaît un profond renouvellement à partir de la fin du XVIIe siècle dans un contexte qui est celui de l'affirmation de la tolérance religieuse et des droits de la conscience individuelle. Chez John Locke, bien sûr, mais surtout chez Pierre Bayle, puis presque un siècle plus tard chez Lessing. Ces auteurs ont en commun d'articuler droit de l'individu, rejet du dogmatisme et surtout, c'est le point qui m'intéresse, reconnaissance des différences. Bayle fait l'éloge de la bigarrure, c'est son terme, contre l'uniformité religieuse, et Lessing, dans Nathan le Sage, vante l'amitié entre Nathan, le marchand juif, et Saladin, le souverain musulman, qui ne renoncent pas pour autant à leur ancrage religieux. Sur le plan politique, le cosmopolitisme prend la forme d'une réflexion sur le droit international et sur la façon d'assurer la paix perpétuelle.
Alors, ce langage cosmopolite, qui s'appuie sur de nouvelles formes de sociabilité, comme la franc-maçonnerie, est évidemment d'une grande puissance. Mais les Lumières sont très loin de s'y réduire. On ne peut pas dire « Ah, mais ça, c'est l'universalisme des Lumières ». Un deuxième langage, très différent, enfin assez différent, puis plonge, si vous voulez, l'universel, si je puis dire, dans l'histoire. Son mot-clé, c'est celui de civilisation, qui est un néologisme du XVIIIe siècle et qui constitue le schème essentiel de la pensée anthropologique et historique des Lumières. Civilisation, je le rappelle, s'utilise alors au singulier, on n'a pas des civilisations, on a un processus de civilisation, il désigne donc ce mouvement qui mène les sociétés humaines de l'état sauvage à l'état civilisé. Les histoires de la civilisation au XVIIIe siècle s'interrogent sur les processus inachevés ou interrompus de civilisation, mais leur objectif est d'écrire une histoire véritablement universelle, prenant en charge l'ensemble de l'histoire de l'humanité pour faire le récit d'un accès progressif à l'autonomie humaine. Tous les êtres humains sont théoriquement égaux, mais leur capacité d'utiliser la raison naturelle et surtout d'agir conformément à cette raison n'est pas la même. Les Européens montrent la voie depuis la fin du XVe siècle dans cette théorie. Ils sont sortis de la barbarie et ils donnent l'exemple de la civilisation, du progrès des sciences, de l'essor du commerce, du raffinement des mœurs et du développement d'une véritable opinion publique. Les Lumières sont devenues l'objet d'un commerce actif universel, écrit Condorcet dans son tableau des progrès de l'esprit humain, et universel ici a le sens extensif que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui fonde l'universalité des Lumières, c'est leur diffusion à l'échelle du globe. Mais celle-ci, à vrai dire, est surtout postulée. Ces deux langages, celui du cosmopolitisme et celui de la civilisation, correspondent, c'est important de le remarquer, à deux horizons différents de l'émancipation. Le premier, donc le cosmopolitisme, est fondé sur le courage de la pensée individuelle, même si celle-ci suppose l'existence d'un espace public. Le second est fondé sur un effort d'éducation et sur des programmes de législation qui doivent permettre à ceux qui ne le sont pas encore de s'éclairer et de se civiliser. Ils ont aussi chacun une zone obscure, où le discours de l'universel devient potentiellement un discours de domination et d'exclusion. Chez Kant, pour revenir une dernière fois à ce cas emblématique, le discours universaliste et cosmopolite trouve ses limites dans certains textes historiques de Kant, notamment ses textes sur la théorie des races, et dans son anthropologie, qui colporte des préjugés racistes et manifeste une relative indifférence à la question de l'esclavage. Alors, le débat est très vif entre ceux qui accusent les spécialistes de Kant d'être aveugles à ces aspects, ou d'avoir été aveugles à ces aspects de son œuvre, et ceux ou celles qui, au contraire, remarquent que la construction théorique qui fait l'originalité de sa philosophie, c'est-à-dire les trois critiques, sort indemne de tels préjugés, qui seraient, au fond, regrettables, mais accessoires. Alors, dans un article récent, m'a beaucoup frappé, qui est à la fois, je trouve, nuancé et incisif, la philosophe Catherine Malabou est revenue sur ce problème, texte à l'appui. Elle considère que la philosophie critique de Kant, sans être invalidée, en sort nécessairement fragilisée, parce que l'affirmation du sujet moral est toujours susceptible de dénier à l'autre la catégorie de sujet, ce qui est évidemment le cas dans le racisme. Et que dès lors, c'est le projet universaliste lui-même qui s'autodétruit. Et il n'est pas anodin que Catherine Malabou, comme elle le rapporte, ait été amenée à s'interroger ainsi après avoir été confrontée aux questions d'étudiants américains dans le contexte de l'affaire George Floyd, vous savez, ce jeune africain-américain mort étranglé par un policier en 2020 et dont les derniers mots, I can't breathe, sont devenus le cri de ralliement d'une génération révoltée par la persistance du racisme dans l'Amérique contemporaine. Autrement dit, une philosophe française formée à la lecture de Kant est conduite à en proposer une nouvelle interprétation
non pas anachroniques, mais plus actuelles, qui prennent en compte les réalités dans le monde dans lequel nous vivons, et des formes persistantes de domination que 2 siècles et demi de succès, paraît-il, des Lumières sont loin d'avoir fait disparaître. Comme elle l'écrit, il ne s'agit pas de récuser Kant, ni de penser contre lui, mais avec lui et au-delà de lui. D'ailleurs, au-delà du cas philosophique et des interprétations de Kant, ce qui nous importe, c'est que l'universalisme moral, fondé sur la subjectivité de l'individu, dès lors qu'il ne veut pas rester dans l'incantation morale abstraite, doit se confronter avec la diversité d'un monde pluriel, traversé de conflits, de violences et de dominations qu'il ne suffit pas à penser. Alors, il ne suffit pas à le penser, mais ne croyez pas que l'universel de la civilisation soit la panacée, loin de là, car lui aussi peut rapidement conduire à la volonté d'imposer comme universel des normes sociales ou culturelles particulières, et donc aboutir à des formes d'impérialisme culturel plein de bonnes intentions. Qu'il s'agisse de civiliser les sauvages, de franciser les Européens ou d'éclairer la populace, le discours de l'émancipation par la civilisation prend toujours le risque de se heurter à l'opposition de ceux et celles qui refusent de se laisser imposer des valeurs et des pratiques qui leur sont étrangères. L'universel devient alors l'autre nom de la domination, le langage de l'impérialisme bienveillant, du colonisateur de bonne volonté, de l'urbain condescendant à l'égard des masses rurales. Et c'est un thème que nous allons retrouver à plusieurs reprises cette année, notamment lorsque nous nous pencherons sur la mission civilisatrice qui a souvent été brandie pour justifier la colonisation européenne. Alors, le troisième langage de l'universel, dans les textes du XVIIIe siècle, peut se comprendre comme une réponse à ces deux contradictions ou à ces deux dangers. Il prend appui sur des situations concrètes d'injustice et de domination, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient fictionnelles, et il en appelle à une humanité commune pour les dénoncer. J'avais analysé, je ne vais pas y revenir, j'avais analysé 2 figures l'an dernier. Premièrement, la figure du paria, à partir d'un court roman de Bernardin de Saint-Pierre intitulé « La chaumière indienne », dans lequel un intouchable indien, mis au banc de la société, vivant au fond des bois, manifestait une humanité et un sens moral bien supérieur à celui des brahmanes. Il disait « N'ayant pu être indien, je me suis fait homme », retrouvant ainsi l'affirmation d'un horizon universel, non pas sur la base d'une décision rationnelle, ni d'une insertion dans des sociabilités cosmopolites, encore moins à travers le progrès de la civilisation, puisqu'il en était au fond l'antithèse, mais en retournant le stigmate, en cherchant dans la solitude et la nature une vérité supérieure et une humanité véritable. La seconde figure était celle de l'esclave révolté, qui traverse certains des textes les plus radicaux des Lumières sous les traits du vengeur du Nouveau Monde. Alors on voit avec ces 2 exemples que cet universel critique, voire insurrectionnel, pose en réalité autant de problèmes qu'il n'en résout. Il permet, c'est vrai, de penser l'universalité en dehors d'un discours de l'ordre. Il offre une réponse à l'injustice, il rappelle que l'émancipation n'est pas seulement une liberté qu'on accorde, mais aussi une libération que les dominés doivent eux-mêmes arracher. En revanche, il n'est pas évident que ce langage de l'universel puisse fonder les normes d'une vie commune pacifique. Comment construit-on une société sur la base de la solitude du paria? Et comment empêcher les révoltés, une fois libérés, de préférer, par exemple, la vengeance à la justice? Et cette inquiétude, Diderot l'a très bien exprimée, même terriblement exprimée, dans l'édition de 1780 de l'Histoire philosophique des 2 Indes, à laquelle, vous le savez, il a beaucoup contribué. Il évoque la possibilité d'un nouveau Spartacus, un chef assez courageux pour conduire les esclaves noirs, je le cite, à la vengeance et au carnage. Et il ajoute ce long commentaire, c'est un texte qui
qui est connu, mais qui vaut peut-être la peine d'être relu et entendu. Il écrit « Où est-il, ce grand homme, que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés? Où est-il? Il paraîtra, n'en doutons point, il se montrera, il lèvera l'étendard sacré de la liberté. Ce signal vénérable rassemblera autour de lui les compagnons de son infortune, plus impétueux que les torrents. Ils laisseront partout les traces ineffaçables de leur juste ressentiment. Espagnols, portugais, anglais, français, hollandais, tous leurs tyrans deviendront la proie du fer et de la flamme. Les champs américains s'enivreront avec transport d'un sang qu'ils attendaient depuis si longtemps, et les ossements de tant d'infortunés, entassés depuis 3 siècles, tressailliront de joie. L'ancien monde joindra ses applaudissements au nouveau. Partout, on bénira le nom du héros qui aura rétabli les droits de l'espèce humaine. Partout, on érigera des trophées à sa gloire. Alors, disparaîtra le code noir, et que le code blanc sera terrible si le vainqueur ne consulte que le droit de représailles. Ces phrases terribles, nous sommes très loin, vous le voyez, de cet universalisme des Lumières qu'on nous présente comme un idéal gentillet de tolérance humaniste sous les auspices du vivre ensemble. Diderot se réfère bien à un sens universel de la justice, mais celui-ci justifie justement la violence des opprimés au nom de l'espèce humaine, une violence sans limite, qui ne peut que susciter un applaudissement universel de l'ancien au nouveau monde, mais qui menace d'enclencher un cycle infini de vengeance et donc de violence. À ces deux figures ambiguës, celle du paria et celle de l'esclave révolté, je voudrais ajouter une troisième figure que j'avais évoquée beaucoup trop rapidement l'an dernier. J'avais cité Germaine de Staël qui comparait la femme de lettres, isolée, rejetée, méprisée, au paria indien, justement. Or, d'autres autrices ont saisi le genre romanesque pour développer un universel critique, moins frontal sans doute, moins radical, mais plus ironique, plus oblique. Alors, je vais prendre l'exemple d'une des plus grandes romancières du XVIIIe siècle, qui, je crois, malheureusement, n'a toujours pas vraiment la notoriété qu'elle mérite, qui est Isabelle de Charrière. Celle-ci était néerlandaise, sa famille appartenait à la noblesse locale, et elle n'a cessé toute sa vie d'affirmer sa liberté, son indépendance, notamment en épousant en 1771, de sa propre volonté, Charles-Emmanuel de Charrière, un homme qui était socialement très en dessous de sa condition, et avec qui elle est partie vivre à Lausanne, ce qui lui a permis de se consacrer à l'écriture. Alors, si j'insiste sur ces éléments biographiques, c'est parce que Isabelle de Charrière écrit en français, sans être française et sans vivre en France. Situation qui, à certains égards, anticipe sur ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature francophone et qui lui donne un regard aiguisé, souvent sarcastique, une habitude du désajustement, selon la formule de Valérie Cossy. Dévouée à la langue française, Isabelle de Charrière aimait rappeler avec humour que la diffusion européenne du français devait d'abord beaucoup à l'exil forcé des protestants, c'est-à-dire à l'intolérance de la France catholique. Elle refusait de se laisser donner des leçons de français par les Parisiens et n'hésitait pas en retour à moquer le peu de goût et de talent des Français pour les langues étrangères. Heureusement, les choses ont bien changé. Alors, par exemple, dans son roman Trois femmes, je ne résiste pas, elle y voit la conséquence d'un complexe de supériorité mal placé et plutôt ridicule, sur une croyance naïve dans le caractère universel du français. Je rappelle qu'on est juste quelques années après l'affirmation par Rivarol de l'universalité de la langue française. Elle écrit ceci: « Pourquoi les Français et les Françaises ont-ils tant de peine à apprendre une langue étrangère? On dirait qu'ils croient déroger à la nature éternelle des choses en appelant le pain et l'eau autrement que pain et eau. Et, outre qu'ils ont de la peine à retenir et à dire d'autres mots, ils paraissent ne pas vraiment pouvoir s'y résoudre. » Les romans d'Isabelle de Charrière
au-delà de cet aspect, lui ont surtout permis de mettre en scène l'injustice d'un ordre social où les femmes étaient privées d'autonomie sociale et intellectuelle. Critique qui ne se contentait pas du tout d'opposer le sentiment à la raison, selon un stéréotype de l'époque, mais cherchait au contraire à promouvoir un nouvel idéal égalitaire fondé sur l'égalité justement intellectuelle et morale des sexes et pourfendant les préjugés. Isabelle de Charrière était particulièrement sensible aux hypocrisies du discours égalitaire de la Révolution. On peut dire d'une certaine manière qu'elle a été une des premières critiques de l'universalisme abstrait qui se berce de grands mots. Ça, c'était un de ses grands combats, hein, c'est de s'attaquer aux grands mots creux. En 1798, par exemple, elle dénonce l'hypocrisie de ceux qui prétendaient défendre la société. Je la cite, « La société humaine n'est pas un être réel, heureux ou malheureux. Le mot, car je suis presque persuadé que ce n'est qu'un mot, ne recouvre pas la majorité des êtres humains. L'Européen blanc n'englobe pas le noir d'Afrique dans son idée de société humaine. Pour nous, un esclave turc n'y appartient pas plus que l'habitant sauvage des forêts d'Amérique. Qu'est-ce donc? Un mot que nous respectons aussi longtemps qu'il nous transmet la vague notion d'un arrangement par lequel nos habitudes peuvent rester inchangées, nos possessions intactes, nos idées et nos préjugés protégés des troubles, des remises en cause. La grande originalité d'Isabelle de Charrière est de proposer une sorte de critique interne du langage de l'universel, comme si la voix de la raison se heurtait en permanence à des contradictions, à des objections, à l'expression d'une petite musique sceptique sous la forme de la conscience dissidente. Sous sa plume, on ne trouve pas de grands combats du bien et du mal, mais une anxiété permanente, notamment la crainte de faire le mal sans le vouloir, la conscience que les individus ne sont pas autonomes, mais qu'ils se font nécessairement souffrir. Si bien que ces personnages, notamment les personnages féminins, sont souvent pris dans des conflits psychiques douloureux, presque des névroses, ce qu'avait bien vu Jean Starobinski dans un article déjà ancien en 1970. Plus récemment, Yves Citon y est revenu pour voir dans ce conflit intérieur une des formes de ce qu'il appelle l'altermodernité, c'est-à-dire une conscience tragique que le processus de rationalisation propre à la modernité est aussi un outil de domination, pour le dire plus simplement que ce qui nous libère est aussi ce qui nous opprime. Mais il faut ajouter que cette critique ne se faisait nullement au nom du relativisme moral, mais au nom d'une autre visée de l'universel, celui de la conscience malheureuse qui cherche le bonheur loin des oukases et des mots creux de l'universel. Alors, avec les romans d'Isabelle de Charrière, nous sommes déjà, vous le voyez, dans le moment révolutionnaire. L'an dernier, j'avais consacré un ensemble de séances à la Révolution. Mon argument était le suivant. Les langages de l'universel portés par les Lumières sont reconfigurés à partir de 1789 parce qu'ils doivent s'adapter à un contexte radicalement nouveau dès lors que l'État-nation démocratique se trouve investi par la mission de donner une forme politique à l'idéal d'émancipation. Avec la déclaration de 1789, les différents langages sont fondus dans une nouvelle synthèse qui associe droit naturel et souveraineté de la nation. Mais il n'est pas du tout évident que les deux soient compatibles. La déclaration veut à la fois exprimer des vérités générales dans les termes les plus universels et fonder une communauté politique spécifique, la nation française, sur les ruines d'un ancien régime des privilèges et des hiérarchies. Le droit naturel, universel, n'est proclamé que pour être immédiatement réduit aux droits de ceux qui ont des droits, pour parler comme Hannah Arendt. Dès lors, la Révolution vit au rythme d'un conflit récurrent entre un cosmopolitisme radical, notamment celui d'Anarkasis Cloutz, qui plaide pour une république universelle, sans frontières, au prix, s'il le faut, de l'abandon même du nom de France, et ceux qui, comme Grégoire, cherchent avant tout à unifier culturellement, linguistiquement, politiquement la nouvelle nation démocratique. Et dans les deux cas, universaliser n'a plus le même sens. Dans un premier cas, universaliser les droits signifie
les étendre à l'échelle du globe en éliminant les frontières et les nations. Pour le second, universaliser la langue française, c'est éradiquer les patois dans les différentes régions françaises pour former une nation plus homogène. Cette antinomie se retrouve à un autre niveau, celui de l'extension de la citoyenneté et de ses droits afférents, puisque, tel est le paradoxe, la Révolution, tout en proclamant les droits de l'homme et du citoyen, prive de la citoyenneté active une grande partie de sa population et attend 1794, contraint par la Révolution de Saint-Domingue, pour abolir l'esclavage. Comment comprendre ce paradoxe d'une révolution qui prétend agir au nom de l'universel et qui écarte de la citoyenneté les femmes, les pauvres, les libres de couleur et, bien sûr, les esclaves? Première réponse possible, insiste sur les circonstances. On remarque alors que des voix se sont fait entendre dès 1789 pour défendre l'abolition de l'esclavage, pour critiquer la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, ou, beaucoup plus rarement, pour proposer l'admission des femmes au droit de cité. On en conclut que la promesse universaliste était bien réelle et que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a posé les principes sur lesquels ont pu s'appuyer les conquêtes futures. C'est l'interprétation rassurante. Pas totalement fausse, mais elle est surtout rassurante. Une autre réponse est plus inquiétante. Elle insiste sur les contradictions internes à l'universalisme révolutionnaire. Je voudrais y revenir à partir, ce sera le dernier point, je voudrais y revenir à partir d'un, presque le dernier point, je voudrais y revenir à partir d'un livre paru au printemps dernier et qui cherche à cerner les paradoxes de l'émancipation républicaine en remontant à sa source, c'est-à-dire à l'articulation entre le républicanisme des Lumières, notamment chez Rousseau, bien sûr, et les premières années de la Révolution. Dans ce livre qui s'appelle Sharing Freedom, Geneviève Rousselière cherche à comprendre comment une philosophie émancipatrice a pu produire autant d'exclusions. Elle montre que l'émancipation républicaine repose sur une conception du citoyen indépendant, autonome, résistant à toute forme de domination extérieure. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler que dans la pensée politique classique, le modèle républicain était réservé à de petits États et qu'il s'agissait d'un modèle élitiste fondé sur l'égalité de citoyens vertueux, largement détaché des considérations matérielles. Or, dès lors que le modèle républicain est élargi à l'échelle d'un grand pays, c'est là la difficulté, la plupart des habitants ne correspondent pas à cet idéal. Ils ne semblent pas prêts à remplir cette fonction de citoyen car ils ne disposent tout simplement pas de l'autonomie suffisante. Si bien que la Révolution, et c'est là le paradoxe, ne peut émanciper que ceux qui sont déjà libres, ou du moins qui sont déjà prêts à être autonomes, ce qui implique une petite propriété, un revenu minimal, de l'éducation. C'est pourquoi les femmes, ou les pauvres, ou les anciens esclaves sont écartés du droit politique. Ils sont jugés insuffisamment autonomes pour exercer la charge de citoyen. On sait que l'argument sera encore utilisé sous la Troisième République, par exemple pour refuser le droit de vote aux femmes. Le débat sur les citoyens actifs et passifs au début de la Révolution montre aussi de façon cruciale comment l'idéal du propriétaire autonome restait essentiel pour penser le droit politique. Et c'est ainsi aussi qu'on peut comprendre ce fait apparemment choquant qui est que même les abolitionnistes les plus convaincus, notamment les membres de la Société des Amis des Noirs comme Brissot, Grégoire, Condorcet, ne plaidaient pas pour une abolition immédiate de l'esclavage, mais pour une abolition graduelle, progressive. Tout en affirmant que l'esclavage était un crime injustifiable, ils jugeaient nécessaire de commencer par abolir la traite et d'améliorer le sort des esclaves avant de les affranchir. Geneviève Rousselière a raison, je crois, d'insister sur ce paradoxe de l'émancipation qu'elle rattache à la particularité de la pensée républicaine, articulée à une conception exigeante de la citoyenneté comme autonomie. On peut néanmoins lui trouver une autre origine, qui est, et ce n'est pas incompatible, qui est justement le discours historique de la civilisation que j'évoquais tout à l'heure. Bien au-delà du républicanisme, qui est quand même resté longtemps minoritaire,
eh bien, bien au-delà, les révolutionnaires héritaient d'un imaginaire politique où l'universel n'était pas également réparti, où seul un processus historique devait permettre, à terme, aux individus d'être suffisamment éclairés pour penser par eux-mêmes. Il fallait donc commencer par les éclairer, par les civiliser, avant de pouvoir en faire des citoyens à part entière. L'émancipation universelle restait l'objectif, mais elle ne pouvait advenir que dans un futur plus ou moins lointain, après un long processus d'éducation et d'uniformisation culturelle. Et sur ce plan aussi, le langage historique de la civilisation rencontrait et renforçait les présupposés de la pensée républicaine. Rousseau avait été un des premiers à défendre la possibilité d'une république à l'échelle d'un plus vaste pays et d'une population nombreuse, mais cela impliquait à ses yeux d'assurer la cohérence culturelle et sociale du peuple, et vous savez que dans le contrat social, c'est le rôle dévolu à la figure du législateur chargé de doter le peuple de mœurs, mais aussi à l'instauration d'une religion civile. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais l'essentiel, c'est que ce modèle républicain implique toujours une tension entre deux conceptions du peuple, une conception abstraite, rationnelle, du peuple souverain, et une conception historique, celle d'une communauté particulière, dotée d'une histoire, d'une langue, d'une culture, à laquelle la législation doit s'adapter. La grande force de la Révolution fut d'associer le langage libéral et cosmopolite du droit naturel, le langage historique de la civilisation et ce langage républicain du peuple vertueux et patriote. Mais ce fut aussi, évidemment, une grande source d'instabilité. Et nous en verrons dans les semaines qui viennent les conséquences et la persistance. Pour finir, un point à évoquer. La fierté patriotique associée à la Révolution et la façon dont elle nourrit elle-même un autre langage de l'universel. Le discours qui faisait de la France le modèle des nations civilisées et du français, on y a fait allusion, la langue universelle. Ce discours avait précédé la Révolution. Or, à partir de 1789, les révolutionnaires ont eu, de plus, l'impression d'écrire une page nouvelle dans l'histoire du monde. Mais c'est surtout à partir de l'an 2 que l'idée d'une mission émancipatrice universelle de la Révolution, et donc de la France, trouve à s'exprimer en prenant des tons facilement messianiques. La France s'était régénérée, elle allait désormais servir d'exemple au monde entier. Voici par exemple l'extrait d'un discours prononcé par Robespierre à la Convention. Ce sera quasiment le mot de la fin. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant l'ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre ambition, voilà notre but. Il n'a pas dit voilà notre projet, mais c'est presque. Alors vous voyez, ce n'est plus l'universalisme cosmopolite à la façon d'Anacharsis Clootz que Robespierre a envoyé à l'échafaud, mais un universalisme patriotique, où la France est le modèle des nations, dont les succès annoncent rien de moins que l'aurore de la félicité universelle. Là encore, c'est un thème que nous allons très souvent retrouver, pas forcément là où vous l'attendez. En tout cas, c'est le trait peut-être le plus constant depuis 2 siècles du discours français de l'universel, la conviction profonde, indissociablement sublime et naïve, généreuse et arrogante, de parler au nom du monde entier. À la semaine prochaine.